Quelle est la santé de notre écosystème de start-up de la tech? On en parle avec Franck Sebag. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes associé chez EY, qui est la société d'audit et de conseil très réputée, et avec France Digital, qui est la grande association de start-up en Europe. Vous publiez les résultats d'un baromètre, c'est la 10e édition, un baromètre annuel de la performance économique et sociale des start-up du numérique en France. Alors pour cela, vous avez interrogé à peu près 800 start-up. Quel est l'état des lieux déjà de notre écosystème post-crise Covid? Oui, alors le premier élément, c'est que cet écosystème est assez résilient en fait par rapport à cette crise, puisqu'on a vu en fait que leur chiffre d'affaires, malgré cette crise qui était importante, continue de progresser d'à peu près 15%. C'est intéressant de voir que ces 780 startups représentent un peu moins de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Oui. Donc ça commence à peser. C'est le premier élément. Le deuxième enseignement qui est intéressant, c'est de regarder que ces startups sont nativement internationales. Donc ça aussi, c'est une preuve d'accélération. C'est-à-dire qu'elles accèdent tout de suite au marché étranger? Voilà, nous, on a une appellation qui est Born Global, Ouais. dès le départ international. Et là, on voit que le chiffre d'affaires est réalisé à plus de 36% à l'international, ce qui est pour des entreprises relativement jeunes une performance incroyable, puisque l'on sait que pour grandir, il faut très vite être international. Et ça, cette part de revenus générés à l'extérieur des frontières françaises, c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que ça dépasse aussi les frontières européennes? Alors, c'est quelque chose qui est permanent en fait dans l'étude, qui s'accélère. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la double condition d'export, c'est en dehors de la France, donc en Europe, mais aussi en dehors d'Europe, puisque la compétition est mondiale. Et lorsqu'on parle de sociétés de ce secteur, il faut assez rapidement être un leader mondial et non pas un leader de sa région ou de sa ville, puisque ce sont des entreprises qui vont très vite et qui ont pour vocation de devenir des leaders mondiaux. On va parler des modes de financement aussi. Est-ce que ces startups sont sous perfusion de l'État français? Quels sont leurs modes de financement privilégiés aujourd'hui? Alors, le mode de financement privilégié de ces startups vient de l'écosystème des business angels et des capital risqueurs. Parce qu'on retrouve souvent en BPI France quand même. Alors, on retrouve indirectement BPI France, mais peut-être que l'élément important à avoir en tête, c'est que cet écosystème grandit. Pour vous donner un ordre d'idée, en 6 mois en 2021, on a eu un peu plus de 5 milliards investis dans cet écosystème, alors qu'en 2020, pour 12 mois, on avait 5 milliards. Donc en fait, on est en train de dire que ça s'hyper accélère. Et dans la tendance, on a aussi l'accélération de la présence de fonds étrangers. Donc lorsque l'on dit que ces startups sont sous perfusion du gouvernement, bon, je pense que c'est un raccourci. BPI est présent et a été vraiment structurant dans cette capacité de cet écosystème depuis 5 ans. C'est une aide adaptée aujourd'hui? Alors moi, je pense que c'était un catalyseur. Ouais. Il était nécessaire, en fait, au départ, de donner de la confiance. Aujourd'hui, en fait, on est dans une hyper-accélération. Donc, on peut dire que le pilier de la French Tech marche, en fait, sur un écosystème avec du public, du privé français, du privé international. Donc, plutôt équilibré, si je... Moi, je trouve qu'on va dans le bon sens. Ok. L'utilisation de ces fonds qui sont levés, je disais, on annonce en fanfare des levées de fonds. Quelle est l'utilisation qui en est faite? Avant tout, en fait, on est dans une guerre de talents. Si on devait avoir un seul frein à la croissance, ce serait la capacité de ces sociétés à trouver les bons talents. Donc, on voit que d'année en année, ces startups continuent en fait à recruter de manière assez massive. On voit à peu près 5000 employés cette année de plus dans cet écosystème. Donc, c'est pas neutre dans un moment où on se pose la question de chômage négatif. On est dans un écosystème qui est en hyper demande. Donc la guerre des talents, point 1. Point 2, on a besoin de développer le produit. Donc la guerre des développeurs fait toujours rage. C'est-à-dire que le premier besoin, c'est de trouver des commerciaux, des vendeurs. Mais ce qui est le plus dur à trouver, ce sont des profils en fait liés en fait au développement de plateformes. Donc cet argent sert talent, technologie et bien sûr l'expansion internationale. Alors, sur l'accès à la commande publique, parce que souvent, on se félicite justement des aides de l'État, mais on dit que derrière, le problème, c'est que le carnet de commandes n'est pas ouvert. Qu'en est-il ? Alors, on a une double problématique. Dans les difficultés de cet écosystème, on a une difficulté, donc on a parlé des talents, mais une difficulté à interagir avec les grands groupes.
Et deuxièmement, une difficulté aussi à interagir avec la commande publique, comme vous l'indiquez. Comme vous le savez, aux États-Unis, on a des Small Business Act. C'est-à-dire que notre protectionnisme ne va pas jusqu'au bout de sa logique, finalement. Disons que ça ne peut marcher qu'au niveau européen, puisque finalement, tout mécanisme de favoritisme au niveau national se heurterait en fait à une problématique européenne de dire on ne peut pas favoriser une entreprise française par rapport à une entreprise Europe. Donc il faudrait qu'il soit au niveau un peu plus global. Et finalement, on se rend bien compte que le e-procurement au niveau européen n'est pas encore complètement dans les bons canaux. Donc oui, ce sont des difficultés. Pour autant, ces entreprises, qu'elles soient grands groupes ou secteur public, essayent vraiment d'interagir pour trouver les moyens de la croissance. On va parler aussi de leur dépendance aux GAFAM. Lorsque vous êtes dans le digital, beaucoup de votre interaction passe par des grands acteurs de la publicité, par exemple. Donc, qui dit GAFAM, on a à minima, en fait, pour la publicité, le digital, la promotion du Google, du Apple ou du Facebook. Donc ça, ce sont des entreprises qui captent 80% du secteur publicitaire digital. Donc, difficile de ne pas être dépendant. Ouais. Et deuxième élément, dans les autres GAFAM, on va retrouver aussi des entreprises qui sont très fortes sur le cloud. Et comme vous le savez, que ce soit Amazon avec AWS, Google Cloud, ou on pourrait même penser à Azure de Microsoft, toutes ces entreprises sont très performantes et pertinentes. Troisième pilier... Donc ça veut dire, juste là, je vous fais une petite parenthèse, vous me parlez du cloud, ça veut dire que les startups ont recours au cloud plutôt américain pour héberger les données ? Alors, en fait, il faut distinguer le prestataire et l'endroit où sont stockées les données. Dans notre étude, on démontre que 77% des données sont hébergées en Europe. D'accord. Donc, en fait, là aussi, toute la problématique de la régulation au niveau mondial, avec quand même une grande chance en Europe, puisqu'on est en avance sur la réglementation RGPD, Règlement général de protection des données, où on a des garde-fous, et on est même en train de réfléchir, comme vous le savez, à une forme de gouvernance de l'IA future. Donc en Europe, on essaye, avant que les problèmes arrivent, de les gérer. Donc on est en avance par rapport à ça, ce qui nous permet d'avoir une forme de protection. Oui, même si aujourd'hui, on a toujours une interrogation sur l'extraterritorialité des données, puisque le bouclier européen n'est plus opérationnel. On a toujours ce problème-là. Après, c'est un problème qui est mondial, qui n'est pas forcément français. Cependant, nos régulations européennes essayent vraiment de le régler. Autre problématique, qu'en est-il de la prise en compte de la cybersécurité par les startups tech françaises ? Alors, les startups tech françaises, donc chez EY, on a des équipes aussi de cyber. Finalement, on se rend compte que bon nombre de ces entreprises, dès le départ, sont conçues avec des protections qui sont très fortes parce que cette culture de la cyberattaque fait partie prenante en fait de leur réflexion, et c'est plus facile de se protéger lorsqu'on est petit que lorsqu'on est très gros. Ouais. Donc aujourd'hui, dans notre étude, encore une fois, dans cette 10e étude, on voit que c'est aussi une priorité importante de ces startups qui, comme toute entreprise aujourd'hui, est en interaction avec ces cyberattaques. On ne peut pas vivre sans interagir avec ce monde-là. Pour autant, bon nombre sont protégés. Et puis aussi, on a pas mal de startups de la cybersécurité qui font partie de la French Tech. Donc là aussi, en fait, dans un état en fait, plutôt de cycle vertueux. Donc, si d'un seul mot, l'état de santé de ces startups du numérique françaises, c'est plutôt un bon état de santé ? C'est résiliente et conquérante. Merci beaucoup, Franck Sebag, associé chez EY, pour donc la révélation des résultats de ce 10e baromètre annuel de la performance économique et sociale des startups du numérique en France. C'est l'heure de notre talk sur le futur système d'alerte aux populations en cas de catastrophe.